Salut les footeux, bienvenue dans ce premier numéro de l'équation du match où on va bien au-delà des analyses superficielles. Oubliez les stats froides et les platitudes habituelles. On va rentrer dans le vif, là où ça fait mal, là où ça vibre. Et pour débuter, quel morceau de choix mes amis? Arsenal face au Real Madrid, deux monuments, deux visions du foot qui s'affrontent. Alors asseyez-vous confortablement. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif de notre analyse, n'oubliez pas de vous abonner à cette toute nouvelle chaîne qui a besoin de votre soutien pour grandir et continuer à vous offrir des décryptages tactiques comme celui que vous allez découvrir aujourd'hui. Voilà qui est fait, entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette confrontation n'est pas simplement un match, c'est un récit épique qui oppose deux visions du football moderne, un affrontement narratif intense où chaque détail tactique pourrait faire basculer la donne. D'un côté, Arsenal, l'incarnation du projet structuré, de la jeunesse triomphante mais encore en quête de consécration européenne suprême après des années d'absence et de reconstruction. Sur le papier, leur potentiel collectif, leur maîtrise tactique impressionne. Ils semblent avoir les clés pour bousculer n'importe qui. De l'autre, le Real Madrid, le monument, la légende vivante de la Ligue des Champions. Cette machine à gagner, parfois déroutante dans son jeu, mais implacable dans sa capacité à répondre présent le jour J. C'est là toute la complexité de l'équation. La puissance théorique d'un système peut-elle faire dérailler la force quasi mystique de l'expérience et de l'ADN d'un club programmé pour cette compétition? Posons les pièces sur l'échiquier qui sont vraiment ces deux prétendants. Arsenal, le challenger ambitieux. Sous Mikel Arteta, on a vu une transformation d'une équipe en doute à une machine de Premier League basée sur les principes clairs du jeu de position, un pressing haut et coordonné et une volonté de contrôler chaque phase de jeu. C'est une équipe qui a réappris à gagner, à dominer, flirtant avec le titre anglais. Leur force, une cohésion collective remarquable, une structure identifiable où chaque joueur connaît son rôle. Mais n'oublions pas le passif, cette équipe, bien que talentueuse, manque encore de vécu collectif au sommet de la C1, les souvenirs de lourdes défaites passées et cette difficulté historique à franchir les derniers paliers dans les moments de vérité pèsent-ils encore, même inconsciemment? C'est une interrogation légitime. En face, le Real Madrid, le mythe. Parler de leur palmarès en LDC devient presque redondant tant il écrase la concurrence récente. Sous Carlo Ancelotti, c'est l'incarnation du pragmatisme flexible. Moins dogmatique qu'Arsenal, le Real s'adapte. Capable de jouer en 4-3-3, de passer en losange avec Bellingham en pointe haute, de défendre bas ou de presser selon l'adversaire et le moment du match. Leur manque d'identité claire, reproché parfois, était peut-être leur plus grande force. L'imprévisibilité et l'adaptabilité. Ils ont intégré des stars comme Bellingham ou Kylian Mbappé sans révolutionner leur essence, la culture de la gagne. Ils savent souffrir, renverser des scénarios improbables. La comparaison David versus Goliath n'est plus sur le talent pur, mais sur ce capital expérience LDC et cette résilience mentale face à l'adversité, où le Real semble avoir plusieurs longueurs d'avance. Aucun plan de bataille ne résiste au contact de la réalité. Quels sont les grains de sable qui pourraient enrayer les mécaniques huilées de nos deux équipes, les contraintes, les fameuses ombres au tableau? Côté Real Madrid, les soucis existent, même s'ils semblent gérables pour ce club. Thibaut Courtois, son retour est espéré, mais un gardien, même de sa trempe, a besoin de rythme. Face à la variété offensive d'Arsenal, frappe de loin, centre, jeu court, un manque de repères ou de vivacité sur ses appuis pourrait coûter cher. Les rumeurs de suspension, Rudiger, Mbappé, Vini Junior, se sont avérées infondées et seules des amendes ont été imposées, rien qui n'affectera la composition de l'équipe. Le vrai coup dur indiscutable, c'est Aurélien Tchouaméni. Sa suspension prive Ancelotti de son ancre défensive numéro 1. À cela s'ajoutent les absences sur blessure de Dani Carvajal, Eder Militão et Ferland Mendy, affaiblissant considérablement la défense madrilène. Comment compenser Camavinga en sentinelle, moins discipliné tactiquement, Federico Valverde en remplacement de Tchouaméni? Probable solution, cette absence force un choix tactique majeur qui impactera directement l'équilibre et la capacité à résister au milieu d'Arsenal. C'est une brèche potentielle. Pour Arsenal, les problèmes sont peut-être plus profonds et touchent la colonne vertébrale. Bukayo Saka de retour, c'est vital, mais face à un latéral potentiellement physique et rapide comme Fran Garcia ou un Camavinga qui dépanne, sa capacité à répéter les efforts intenses pendant 90 minutes sera un vrai test. Pourra-t-il être ce détonateur constant? Mais l'alerte rouge, c'est Gabriel Magalhães.
Sa blessure, c'est bien plus qu'un joueur en moins, c'est la dislocation de la meilleure charnière d'Europe avec Saliba. Gabriel apporte l'agressivité contrôlée, le leadership vocal, la couverture de la profondeur et surtout cet équilibre crucial en tant que gaucher dans la relance et la couverture. Jacob Kiwior, bien que sérieux, n'offre ni la même présence athlétique dans les duels face à un Vinicius Junior par exemple, ni la même complémentarité naturelle avec Saliba qui devra peut-être ajuster son propre jeu, être moins libre. C'est un downgrade qualitatif et structurel majeur qui expose potentiellement Arsenal dans un secteur où ils étaient souverains. Le manque de profondeur de classe mondiale à ce poste précis est criant. Ok, les problèmes sont identifiés, mais chaque équipe a de sérieux arguments à faire valoir. Quelles sont leurs armes pour remporter la bataille? Arsenal mise sur sa partition collective et sa maîtrise tactique. L'identité de jeu est claire. 1. Contrôle du milieu. Le trio Reis, Ødegaard, Partey ou Jorginho pour plus de contrôle pur est conçu pour dominer la possession. Reis ratisse et progresse. Ødegaard crée dans les interlignes, zone clé contre le Real et Partey, Jorginho assure l'équilibre et la première relance. Ils peuvent littéralement confisquer le ballon. Deuxième, pression et asphyxie. Le gegenpressing d'Arsenal, quand il est bien exécuté, peut étouffer les premières relances madrilènes, forçant des erreurs ou des longs ballons. Maintenir une pression haute et constante est leur meilleur moyen de défendre et de créer des occasions rapides. Troisième, exploitation de la largeur avec des ailiers comme Saka et Martinelli ou Trossard. Arsenal cherche à étirer le bloc adverse pour créer des espaces au cœur du jeu pour Ødegaard ou des milieux qui se projettent. Le duel des ailiers contre les latéraux madrilènes sera crucial. Le Real Madrid répond avec des armes différentes mais tout aussi létales. Un pragmatisme et adaptabilité, comme dit Ancelotti, n'est pas dogmatique. Le Real peut accepter de subir sans paniquer, faire le dos rond et attendre le moment opportun. Ils excellent dans la gestion des temps faibles et forts. Deuxième, l'ADN Ligue des Champions, c'est intangible mais réel. Cette sérénité, cette conviction qu'ils peuvent renverser n'importe quelle situation. Les joueurs sont habitués à cette atmosphère, cette pression. Ils ont une mémoire collective de la victoire. Troisième, talent individuel décisif. Là où Arsenal brille par le collectif, le Real peut compter sur des exploits individuels pour débloquer des matchs fermés. La vitesse et la percussion de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, la vision et l'arrivée dans la surface de Bellingham, l'expérience de Modric pour calmer le jeu ou distiller la passe, la finition de Rodrigo. Ils ont des joueurs capables de créer du danger à partir de rien. Quatrième, transition foudroyante, c'est leur arme numéro 1 quand ils ne contrôlent pas le ballon, la capacité à passer d'une phase défensive basse à une attaque rapide en quelques passes, exploitant la vitesse de leurs attaquants, est redoutable. L'absence de Gabriel derrière pourrait leur offrir des boulevards. Alors, concrètement, quelle bataille tactique attendre? Et quel verdict pour cette équation? Le scénario probable, Arsenal cherchera à imposer son rythme dès le début, avec une possession haute et un pressing intense pour récupérer le ballon dans le camp madrilène. La clé pour eux sera la qualité de leur circulation de balles pour déstabiliser le bloc madrilène, souvent compact mais parfois avec des espaces entre les lignes, et la vigilance à la perte du ballon pour couper les transitions. Le rôle de Ødegaard entre les lignes sera fondamental. Le Real Madrid, surtout sans Tchouaméni, pourrait adopter une posture plus attentiste en début de match, cherchant à contenir les vagues d'Arsenal et à frapper en contre. L'équipe comptera sur la solidité de la paire Rudiger-Alaba ou Raúl Asensio, ainsi que sur la capacité de Camavinga ou Valverde à lancer rapidement Vinicius, Mbappé ou Rodrigo dans les espaces laissés par les latéraux ou derrière une défense privée de Gabriel. Le duel Saliba-Vinicius s'annonce épique et potentiellement décisif. Le Real cherchera également à exploiter les coups de pied arrêtés avec leur jeu de tête. Mon pronostic affiné, c'est un casse-tête. Sans la blessure de Gabriel, j'aurais mis une pièce sur la capacité d'Arsenal à bousculer sérieusement ce Real grâce à sa structure. Avec cette absence majeure, l'équation se rééquilibre dangereusement. Arsenal a les armes pour dominer le jeu, mais le Real a celles pour gagner le match, même en étant dominé. Facteur pro-Arsenal, contrôle du milieu, capacité à étouffer l'adversaire, dynamique collective si Saka est à 100%. Facteur pro-Real, expérience LDC, transition létale, individualité capable de fulgurance, résilience mentale, exploitation probable de la faiblesse défensive centrale. D'Arsenal, je m'attends à un match où Arsenal aura le ballon, peut-être 60 à 65%, mais où le Real aura des occasions nettes en transition. La capacité d'Arsenal à être efficace dans ses temps forts et solides sans Gabriel sera le nerf de la guerre. Si le Real survit à la pression initiale et que le match reste serré,
Leur expérience pourrait faire la différence en fin de partie. Léger avantage psychologique au Real dû à l'expérience et à la blessure de Gabriel, mais Arsenal à domicile, si le match est à l'Émirat, peut renverser cela. Disons un 55-45 en faveur du Real Madrid sur l'ensemble d'une confrontation aller-retour, mais avec une énorme marge d'incertitude. Les joueurs clés à surveiller, Ødegaard et Saka pour Arsenal, parviendront-ils à déverrouiller le coffre? Et Vinicius Junior ainsi que Kylian Mbappé pour le Real, sauront-ils exploiter la faille? Pour conclure cette première équation complexe, Arsenal contre Real Madrid, c'est bien plus qu'un match, c'est le projet contre l'institution, la structure collective face à la résilience et au génie individuel. On a vu qu'Arsenal possède une maîtrise tactique et un milieu capable de dicter le tempo, mais que l'absence de Gabriel est un coup potentiellement fatal à leur équilibre défensif. Le Real Madrid, lui, avance avec son ADN de champion, son pragmatisme, sa force de frappe en transition et son expérience inégalable, même s'il doit composer sans son métronome défensif Tchouaméni. La vraie question est, la brillance tactique et la fougue d'Arsenal suffiront-elles à surmonter leur propre manque d'expérience à ce niveau et l'absence d'un pilier défensif face à une équipe qui transforme la moindre faille en or? Ou est-ce que la gravité de l'histoire et la force mentale du Real Madrid feront, une fois de plus, pencher la balance du côté de la Maison Blanche? Voilà l'analyse poussée de l'équation du match. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle variable vous semble la plus déterminante? L'absence de Gabriel ou celle de Tchouaméni? La maîtrise d'Arsenal ou l'expérience du Real? Balancez vos théories, vos pronos affinés dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. N'oubliez pas de liker, partager si ça vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines équations. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. D'ici là, que le meilleur gagne et vive le foot. Ciao!